Nous accueillons sur ce plateau Jean-Michel Descugis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous, grand reporter au Parisien, avec Jérémy Famelet du Monde et Nicolas Charles-Torrent de Paris Match. Vous signez cette enquête choc, main basse sur le Louvre, les secrets du CAS chez Flammarion. Comment une bande de potes d'Aubervilliers a-t-elle réussi à mettre la main sur les joyaux de la couronne? On va en parler dans le détail. Mais vous qui suivez les affaires judiciaires depuis maintenant une trentaine d'années, quelques questions sur l'affaire Liana pour commencer. Le parquet d'Auch, on en parlait à l'instant avec Noémie Schulz, s'est pointé du doigt par le garde des Sceaux pour ne pas avoir entendu le suspect alors qu'une plainte était déposée depuis août 2025 sur son bureau, depuis janvier 2026 sur son bureau, et que son nom était dans tous les fichiers. Est-ce qu'il y a, selon vous, des dysfonctionnements majeurs dans cette affaire, comme le dit y compris le chef de l'État? Ah oui, c'est très clair qu'il y a des sanctionnements majeurs et ils sont multiples. Ça commence à Toulouse où il y a une enquête qui est faite, bien faite visiblement, et où il ne manque plus qu'à mettre la personne en garde à vue. On préfère transmettre à Auch parce que les faits sont commis là-bas et que la personne habite là-bas. On sait qu'on envoie ça à une procédure par courrier. À l'heure où il y a l'IA, c'est par courrier qu'on envoie ça. Ça met 9 jours. C'est pas une règle obligatoire ? 9 jours pour mettre... Et quand ça arrive là-bas, il faut 3 mois pour que ça soit enregistré. Et ensuite, on saisit la plus petite des brigades qui n'a pas d'affaires criminelles, hein, en l'occurrence. Donc, c'est la seule affaire criminelle. Et il ne se passe rien. Où il y a la consigne où il faut placer la personne en garde à vue et il ne se passe rien jusqu'au drame. Vous connaissez. Donc là, il n'y a pas de dysfonctionnement. Et moi, je veux bien entendre les magistrats qu'on entend là dire les procureurs généraux qui écrivent pas de sanctions tant qu'il n'y a pas d'enquête. L'enquête n'est pas finie, certes. Responsabilité collective, systémique, dit-il. À un moment, voilà, il y a des dysfonctionnements et bon, qu'il va y avoir une enquête, etc. Mais on ne peut pas mettre ça sur le compte des moyens. Oui, la justice, il manque des moyens. Moi, j'ai fait un livre il y a quelques années qui s'appelait Ministère de l'injustice. Ministère de l'injustice. Pourquoi ? Parce que la justice en France fabrique de l'injustice. Et parce que les affaires, il y a beaucoup d'affaires qui sont mal faites, par manque de moyens, par tout un tas de choses. Mais c'est vrai que les magistrats, à un moment, ils ont des responsabilités. Ce qui n'est pas manque de moyens, c'est quoi alors ? Ah ben là, en l'occurrence, je ne sais pas. Vous avez une fillette de 10 ans qui dit avoir été violée. Il y a une enquête, il y a une expertise médicale qui accrédite que, visiblement, qu'elle ne dit... il y a une expertise psy, il y a des témoins qui ont été entendus, tout ça. Le dossier, il est ficelé. Il n'y a plus qu'à entendre la personne. C'est une négligence, une indifférence, vous savez, il y a la justice, en France, elle tourne à 2 vitesses. Quand on dit qu'il y a une justice à 2 vitesses, voilà, tout le monde hurle. Il y a la justice pour les nantis, pour les gens célèbres, la justice médiatisée, où là, tout va très vite, les moyens sont déployés, puis il y a la justice à Auch. Bon, voilà. Et la justice à Auch, c'est pas parce qu'elle a moins d'effectifs pour vous qu'il y a un problème. Là, je sais pas, combien il y a de viols de fillettes. Vous l'avez bien expliqué. Combien il y a de viols auprès de fillettes à Auch. Pour moi, en tout cas, la brigade, elle avait qu'un dossier, selon mes informations, qu'un dossier criminel. Donc, c'était le seul. Double dysfonctionnement, à la fois au niveau du ministère public, procureur, Auch et des gendarmes. Vous en avez bien parlé. Il y a des similitudes avec l'affaire Maëlys. Est-ce que Jérôme Barella, c'est le même profil qu'un prédateur comme Nordal Lelandais ? J'en sais rien. Moi, il y a eu des enquêtes, elles ont été classées, mais il suffisait de regarder dans le logiciel qui s'appelle Cassiopée pour voir que le type était connu pour des infractions sur mineurs. Donc, vous recevez un dossier de viol de fillette présumé, quoi, et vous avez un type qui, il suffit de taper dans son nom, vous voyez qu'il est connu déjà pour des infractions sexuelles. Je sais pas, c'est pour moi, on dit il faut prioriser, etc. Mais un viol de fillette, qu'est-ce qu'il y a de plus prioritaire ? Question encore sur l'affaire Liana ? Non, vous mettez en cause, on ne sait pas très bien exactement quoi, parce que, comme vous dites, c'est très fréquent, ce genre d'erreur. Non, je ne dis pas que c'est très fréquent, je dis que la justice en France, elle ne fonctionne pas bien. Voilà. Pour X raisons. C'est un état d'esprit des magistrats. Si vous deviez donner... Après, je ne suis pas... non, mais c'est intéressant, parce que c'est le terrain, vous... Je suis ni procureur, ni ministre de la Justice, je suis journaliste, ça fait plus de 30 ans que je fais des faits divers, que je fais des affaires de justice.
Voilà. Et quand on discute avec d'autres, moi, la justice, voilà, je ne vais pas faire de provocation, mais vaut mieux ne pas avoir affaire à la justice. Ah c'est oui? ce que je pense, personnellement. Vraiment? Après plus de 30 ans de terrain, parce que combien de fois je suis tombé sur des dysfonctionnements majeurs sur les faits divers. Il y a énormément. C'est souvent, hélas, on voit des auteurs qui sont passés à travers les mailles du filet, etc., qui n'ont pas. Enfin, je veux dire, dans l'affaire Pellico, par exemple. L'affaire Pellico, qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire Pellico, vous avez normalement, Pellico, on aurait pu l'arrêter bien avant. Pourquoi? Il y a des traces ADN qui sont restées, on ne sait pas où, elles ont été perdues, elles ne sont jamais arrivées. Oui, c'est la même histoire non, mais il y en a, par courrier d'une analyse ADN qui finalement n'a pas été envoyée. Mais alors, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est vraiment les moyens qui sont problématiques? Parce que quand on compare les budgets, on est sous-doté comparé à l'Allemagne. Ou est-ce que c'est autre chose? Parce que vous avez une expertise, vous avez travaillé, ça fait 30 ans sur les questions judiciaires. Il y a un manque de moyens, puis il y a aussi, je pense que les magistrats ne se remettent pas assez en question. Je pense ça, réellement. Donc il y a un corporatisme. Je vais pas me faire des amis. Il y a un corporatisme, évidemment, mais dans toutes les fonctions. Non, mais dans toutes les fonctions, il y a un corporatisme. Mais là, si vous voulez, les magistrats sont... Voilà, pourtant, il y a des sanctions disciplinaires. Les magistrats peuvent être eux-mêmes jugés. Je pense qu'il y a un problème de recrutement. Je pense que, hélas, les magistrats sont un peu tous les mêmes. Les journalistes aussi, vous me direz. Ça veut dire quoi, ça, politiquement? Ils viennent un peu tous du même endroit. Ils ont fait... Non, mais ce que je veux dire, peut-être qu'il faut... Et puis, il y a aussi... Ils viennent de l'école de la magistrature. Oui, mais pour y arriver... Vous trouvez qu'il y a un profil magistrat recruté? Oui, je pense qu'il y a un profil magistrat. Et je pense aussi qu'il y a aussi des... Mais vous voulez dire quoi? C'est un profil politique, syndical, culturel? Non, pas du tout. Un milieu d'origine Oui. social, intellectuel? Oui, social. Et puis surtout, c'est des gens ils ne sont pas sur le terrain, contrairement aux policiers ou aux gendarmes, qui un peu les mettent entre guillemets dans le cambouis. Ils sont dans leur bureau. Ils sont déconnectés. Et un peu déconnectés, un peu dans leur tour d'ivoire, un peu suffisants, souvent. Bon, écoutez... Moi, c'est l'image que j'en ai après 30 ans d'expérience. Mais après, encore une fois... C'est votre expérience qui parle, mais c'est franc de le dire. À partir de toutes les affaires que vous avez pu suivre. On va parler de votre livre à présent. On est le 19 octobre 2025. Le casse du siècle, comme on va très vite l'appeler, va commencer au petit matin, la traque des joyaux de la couronne. Le butin est inestimable. Alors, quand on découvre ça, on se dit, ça y est, c'est les Arsène Lupin du XXIe siècle. On est face à quelque chose d'absolument inédit. On est dans le romanesque déjà. Et pourtant, et c'est ça qui frappe, c'est le profil assez ordinaire, si je puis dire, des différents auteurs. C'est ce qui vous a frappé aussi, ce décalage? Oui, profil ordinaire pour un casse extraordinaire. Les profils, oui, un peu monsieur tout le monde. En tout cas, des potes de quartier qui se connaissent depuis 25 ans, en tout cas pour 3 d'entre eux, qui presque ont même fréquenté le bac à sable, qui ont arrêté l'école jeunes. Qui sont-ils, ces 4-là, précisément, alors? Racontez-nous. Là, on a flouté leur visage. Je ne les vois pas, pardon. Non, mais on a mis leur profil. Racontez-nous. Déjà... Abdoulaye, c'est... Le plus connu. Doudou. Alors, le plus connu, c'est Doudou Crosby-Thune, parce que c'est un pionnier du rodéo urbain, en tout cas sur les réseaux sociaux. Un type qui faisait des acrobaties à moto et qui se faisait filmer et qui est une vraie légende en banlieue et en Seine-Saint-Denis. Le Tour de Paris en roue arrière, on a vu les images sur en même temps, un type qui est décrit comme ayant la main sur le cœur parce qu'il va aider les vieux dans le quartier, il va aider ce type sur le périphérique qui tombe en panne, etc. Mais en même temps, il a les mains quand même dans les vitrines de bijouterie. Il avait déjà fait des casses. Donc. Ah bah oui, il a fait 2 casses connues de bijouterie. En plus avec des armes. C'est lui le chef du casse? On ne sait pas qui est vraiment le chef. Il y a lui qui est charismatique. Il y a Slimane, donc lui c'est l'arbitre de district, qui est entraîneur de foot, qui en même temps a un gros casier puisqu'il a 11 inscriptions. Il a fait beaucoup de cambriolage, de vol par escalade, etc. Et lui, c'est celui qui est le plus, on va dire, discret et à la fois prudent.
Il part le matin, avant 6 heures du matin, l'heure légale des perquisitions. Et il fait très attention à ce qu'il fait. Il a tout un arsenal de balises pour déjouer les policiers. Guélamala. Guélamala, c'est le plus maladroit. C'est celui qui... Alors lui, il est arrivé en 2010 en France. Hein, il est algérien. Il est cousin avec Slimane. Mais c'est un peu le canard boiteux de la bande. D'ailleurs, on le voit sur les images. Quand il du casse, c'est lui qui va... pour partir, pour s'enfuir de la salle de Apollon, il va basculer la tête en avant, il va tomber, et c'est là qu'il va perdre la couronne de génie. Mais ils sont quand même assez précis. Alors voilà, c'est ça le très incroyable, c'est le décalage. C'est quand même très bien préparé. Tout ça, c'est basé en 4 minutes. Quoi. Voilà, c'est le décalage entre l'hyper-préparation de ces casses. Hein. Ils ont préparé pendant plusieurs mois. Voilà, ils ont fait des repérages un mois avant, ils avaient des téléphones de guerre, des téléphones occultes. Alors, est-ce qu'ils ont bénéficié d'informateurs internes ? Pour l'instant, l'enquête ne le dit pas. Vous pensez que oui ? Non, je pense que non. Mais il y a une chose à ce propos qui est encore plus frappante, c'est qu'il y a eu des scénarios de fiction qui avaient déjà anticipé. Tout à fait. Il n'y a même pas des scénarios de fiction. Ce cas, en fait, il était autoprogrammé. C'est-à-dire qu'il y avait 2 rapports. Oui, il y avait 2 rapports, mais il y avait aussi Fantomètre. Oui, Fantomètre. Pour nos téléspectateurs, la bibliothèque verte. Voilà, la bibliothèque verte, exactement, où on va, en fait, on prend une échelle et on passe par la galerie Apollo pour voler des bijoux. Mais il y avait surtout 2 rapports qui ciblaient tout à fait les failles qui ont permis le cas du. Il est possible qu'ils aient eu connaissance de ces rapports ? Non, parce qu'il y a une grosse enquête là-dessus. Ah bon ? Ouais. En fait, les enquêteurs se sont aperçus que ce rapport n'avait été entre les mains que de 8 personnes. 6 au Louvre, 6 au Louvre, 2 chez Van Cleef et Arpels. Et en fait, ces gens les ont gardés pour eux. Il n'y a pas eu de transmission, à tel point que, en fait, ce rapport, il était lettre morte dans les mails du Louvre. Il n'était même pas archivé. Ah oui. Ouais. Alors revenons sur la préparation. C'est vrai que c'est quand même pas totalement artisanal, puisqu'on l'a dit, ça a été très sophistiqué. Puis le camion nacelle, on s'en souvient tous, la chaise de la gardienne au musée a même été enlevée. Je choisis ça quand même. Là, on n'est pas que de Arsène Lupin. Là. Il va à Louvre chercher la nacelle. Voilà. C'est un signe. C'est ça. Ça, c'est drôle. Oui, c'est très drôle. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une coquetterie. Ça ne doit rien à Arsène aller Lupin. chercher la nacelle à Louvre. Et en même temps, ils commettent plein d'erreurs. Quelles sont ces erreurs ? Il y a de l'ADN partout. Voilà. Les indices, comme le petit poussé, quoi. Ils ont laissé plein d'indices partout. Leur ADN, à tous, sauf un, le Rachid, qui n'a pas d'ADN. Mais Rachid H, les policiers sont remontés. Alors qu'il est facile de ne pas laisser d'ADN ? Comment ? Il est facile de ne pas laisser d'ADN dans ce genre d'opération ? Il y en a 2 qui ont laissé leur ADN parce qu'ils se sont coupés. Il y a eu des traces de sang sur la vitrine. Il y a 2 ADN qui sont sur les traces de vitrine. Bon, ça, c'est compliqué. Mais après, bon, on les voit sur les images. Ils font tomber les bijoux par terre, ils ramassent. Enfin, bon. Et puis surtout, ils laissent plein d'indices dans cette nacelle qui ne brûle pas, qui voulait incendier et qui n'arrive pas à grâce à un des surveillants qui a éteint le contact de la nacelle. Du coup, oui, effectivement. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'au départ, tout le monde pense que c'est des types extrêmement... des pros, quoi, archi-pros. Et puis, derrière, on voit des péniclés. On se dit, il y a forcément un commanditaire. Attendez, on va venir au commanditaire. Là, on fait étape par étape. Il y a 2 scooters, c'est ça ? Ils vont partir 3 scooters. C'est ça. Il y a le camion nacelle et 3 scooters. Et il y a un berlingot aussi. Et le berlingot, on va venir au berlingot justement. Racontez-nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir les suivre grâce à la vidéosurveillance. Les policiers vont remonter tout le film de la vidéosurveillance à partir de l'arrivée des voitures au Louvre. Ils vont rembobiner le film et ils vont arriver jusque dans la cité d'Aubervilliers. Il y a un scooter qui arrive à Aubervilliers, puis il y en a 2, il y a le berlingot donc, qui arrive. Une autre voiture, racontez-nous. Alors, si on rencontre dans les détails, ils partent à 7h30. Il y a un scooter qui part à 7h30 de la cité d'Aubervilliers avec le fameux berlingot. Ils vont à Ivry, ils laissent le berlingot, c'est une voiture relais en fait, ils la laissent à Ivry, ils reviennent à Aubervilliers. Ensuite, il y en a 2 autres qui partent avec un scooter et le camion nacelle, ils se dirigent vers Bercy. Il y a un autre scooter qui part à Pantin, qui va laisser, et un autre qui va le rejoindre. Ils vont monter à 2, ils vont laisser Pantin. Tout le monde revient à Aubervilliers. Et tout le monde va
se retrouve à Bercy, part sur le Louvre en convoi avec une voiture devant, une moto devant, une moto derrière. Vraiment un convoi, ils s'arrêtent au feu rouge, tout ça. Ils vont faire le casse. Okay. Et puis après, ils repartent à Ivry, où ils se divisent en deux. Voilà. Il y en a le berlingot blanc Citroën part vers l'ouest, où il va se perdre dans le Vexin, là. Dans le Vexin, c'est dans le livre. Voilà, c'est dans le livre. Et puis, les autres repartent à Aubervilliers. Et donc là, il va falloir énormément de travail. Les bijoux étaient dans le véhicule blanc. Non, alors, les enquêteurs ont pensé qu'effectivement, ils étaient dans le berlingot. Ils pouvaient être dans le berlingot, qu'ils l'auraient donné à quelqu'un, caché quelque part. Mais cette hypothèse, finalement, on pense que c'est un leurre, parce qu'ils avaient mis des gyrophares sur le camion pour bien que ce soit visible, opérable, etc. Et en fait, 16 jours après le casse, les enquêteurs, eh bien, ils vont découvrir un parking souterrain. Alors justement, expliquez-nous pourquoi c'est très frustrant pour les enquêteurs. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans ce parking ? Alors c'est le parking conspiratif, parce qu'ils ont préparé sans doute leur coup là, et ils y arrivent 35 minutes après le casse. Et là, il y a des vidéosurveillances. Ils ignorent qu'il y a des vidéosurveillances. Donc, ils sont filmés. Et on voit, par exemple, fameux Doudou, eh bien, fouiller dans ses affaires et sortir le fameux... La couronne de génie. Le diadème. Le diadème, qui est scintillant. On le voit à l'image, scintillant, ça brille. Et là, il pose le diadème sur la selle de son scooter. Et il lève les bras au ciel. Parce qu'il a fouillé dans ses poches et évidemment il manque quelque chose et donc il lève les bras au ciel. Et là il y a une dispute, semble-t-il, parce qu'ils sont tous les deux avec Slimane et visiblement il y a un problème. On ne sait pas trop. Ils ont perdu quelque chose. Est-ce qu'ils ont perdu quelque chose ? Est-ce que toutes les interprétations sont possibles. Et les policiers ont fait. Puis ensuite, petit à petit, au fil des jours, mais tout ça en moins de 6 jours, hein, parce qu'après il y en a 2 qui sont arrêtés au bout de 6 jours. Eh bien ils vont faire disparaître les véhicules, les bijoux, et à ce jour, on n'a ni retrouvé les bijoux, ni les véhicules. Parce que, à part le nacelle, le camion nacelle, on a et un scooter qui était à Pantin, les 2 scooters qui ont participé au casse et le fameux berlingot Citroën. La grande question, c'est où sont les bijoux, évidemment. Qu'est-ce qui vous fait penser ? On va écouter le patron de la BRB qui, évidemment, est sur le nouveau, l'ancien, est interrogé. Qui a changé. Qui ne pense pas Pascal Caron. Il ne pense pas qu'il y ait un commanditaire. Et ça change évidemment beaucoup de choses. On va l'écouter, vous réagissez juste après. La marchandise, je pense qu'elle est très très difficile à recéler. Il faut trouver un acheteur qui soit prêt à mettre une somme considérable pour récupérer des objets qu'il va laisser dans un coffre sans en parler jamais à personne. Là, vous avez des pierres de taille ancienne qui sont très très difficiles à retailler et avec une qualité qui n'est plus admissible aujourd'hui en haute joaillerie. Voilà. Donc ça vaut rien alors. Voilà. Quoi donc ? Les bijoux ? Ce qu'ils ont volé. Non. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la piste du commanditaire, elle est un peu. Expliquez-nous écartée. Pourquoi. Pourquoi ? Parce que après 7 mois d'enquête et d'investigation très approfondie, des sonorisations, des surveillances physiques, des écoutes, etc., il n'y a aucune trace d'un donneur d'ordre. Contact, oui. Et ils n'ont rien retrouvé sur les applications numériques, etc. Contrairement à des précédents vols où la criminalité organisée avait demandé des petites mains, avait commandité des petites mains. Là, c'est pas ça. Là, donc ça veut dire qu'ils pensent pouvoir... Tous les fils renvoient à Aubervilliers. Ils pensent pouvoir les vendre, les revendre. Ou les ont-ils déjà revendus ? La piste aujourd'hui... Pour poursuivre ma question, c'est vendable c'est vendable si on arrive à les rendre méconnaissables, ce qui est possible, effectivement. Il y en a d'autres qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvé. Le solitaire, là, de fameux Kim Kardashian, de sa bague de fiançailles, on suppose qu'il est parti sur Anvers, qui reste quand même la place de négoce la plus importante, évidemment, et on ne l'a jamais retrouvé. Et d'ailleurs, les enquêteurs, pour l'anecdote, de la BRB, ils sont allés voir le cerveau du cas de Kim Kardashian de façon informelle pour lui demander s'il n'avait pas une idée où était passé le bijou de truc, s'ils avaient pu passer en Belgique. Et là, récemment, il y a une décision d'enquête européenne qui a été émise par la France parce qu'il y a eu un tuyau belge comme quoi on aurait retrouvé
dans les téléphones de voleurs de fret des photos du Louvre et de la galerie d'Apollon. Ils veulent voir s'il n'y a pas un lien avec la bande à Doudou, et aussi si ces bijoux, quand est-ce qu'ils ont été photographiés, dans quelles circonstances. Sur les 4, 2 sont en prison, c'est ça? Sur les quoi? Combien sont en prison? Les 4 sont en prison. Les 4 sont en prison. Ouais. Qu'est-ce qu'ils risquent? Ils risquent jusqu'à 15 ans, parce que c'est un vol en bande organisée, donc c'est 15 ans. Après, la procureure l'a dit et répété partout. Voilà, si elle aura mis le marché en main, hein, en disant si vous aidez, vous coopérez, peut-être que voilà. Hélas, la piste privilégiée, c'est que les bijoux sont partis à l'étranger. À combien on peut évaluer le montant du butin? Ça a été évalué à 88 millions d'euros. Ouais. Maintenant, la revente, je veux dire. Quelques millions d'euros. Quelques millions, c'est tout. Oui. Enfin, c'est tout, c'est pas mal. Mais... il faut retailler. En fait, il faut dessertir les montures. Après, vous faites c'est de l'or, de l'argent, et vous les faites fondre. Vous vendez déjà ça, et puis ensuite vous retaillez les diamants pour les rendre donc, s'ils prennent 10 ans, par exemple, méconnaissables. 15 ans, ils ont oui, on peut imaginer quelques millions qui les attendent. Mais dans quel état d'esprit il y a une phrase ils essayent de les diviser, les policiers. Qu'on cite dans le livre, qui est entre Rachid et sa sœur, et qui est une conversation qui est interceptée, et où il parle des trucs, en parlant des bijoux, et il dit chacun aura sa part, et il dit 20, ça me va, on peut même arrondir à 20, donc ce qui laisse penser qu'il y a des receleurs, et que peut-être les bijoux sont partis. Ils sont partis dans les 6 jours, parce que les 2 premiers ont été arrêtés 6 jours après. Hein. Donc, ils ont énormément menti aux policiers au début des interrogatoires. Ils ont chiqué, comme on dit. Chiqué. Mais les policiers ont bien travaillé, d'après vous? Ah oui. Ils ont très bien travaillé. Ils ont arrêté le commando, très vite. Maintenant, la piste plus dure, c'est de retrouver les bijoux. Et surtout... et aucun ne pourrait craquer? Ils ont l'impression... Dans les interrogatoires? Là, ils étaient tous auditionnés ces derniers jours. Il y en a 3 qui ont été auditionnés. Il n'en est pas sorti grand-chose de plus. Et le 4e, celui qu'on appelle le maladroit, il ne sera pas content s'il m'écoute, Galamala, lui, il n'a pas été auditionné. Encore un dysfonctionnement, excusez-moi. Il n'y avait pas d'escorte. Il n'y a pas eu d'escorte. Pour l'amener jusque devant le juge. Bon, voilà. Et vous considérez qu'il y a eu puisqu'on parle de faute, l'administration du Louvre avait commis des erreurs, ou le système était mal protégé ou mal conçu? Vous savez, je vous disais, c'était autoprogrammé. Il y avait, en fait, le problème, c'est que ça n'a jamais été la priorité, la sécurité, la sûreté. C'était pas la priorité, c'était de second ordre. La priorité de Laurent Descartes, c'était le rayonnement. La patronne du Louvre. Voilà, la présidente du Louvre, le rayonnement, organiser des événements, etc., faire parler du Louvre. Sa mission, sa lettre de mission, c'était refaire venir, après le Covid, refaire venir les gens au Louvre. Ça, elle a parfaitement réussi. Après, elle dit que c'était sa priorité, c'était la sûreté, mais non. Dans sa lettre de mission, le mot sûreté, il n'y a envoyé qu'une fois, et c'est pour la conservation des œuvres et le recollement. Mais est-ce qu'on a progressé sur la vulnérabilité des musées? Les musées aujourd'hui, si vous voulez, c'est plus simple de s'attaquer à un musée qu'à une bijouterie Place Vendôme ou Avenue Montaigne. Parce que, oui, c'est devenu une cible vulnérable. C'est plus facile de s'attaquer à un musée, même comme le Louvre, que d'aller faire un DAB, un distributeur automatique de billets, ou un convoi, n'en parlons pas. Et vous savez pas où ils sont, les bijoux? C'est ma dernière question. La piste étrangère, hélas, je pense que... À l'étranger? Moi, j'ai tendance à penser à ça, et je pense que les enquêteurs sont plutôt là-dessus. Merci beaucoup. Merci Jean-Michel Descugis. Main basse sur le Louvre, les secrets du casse, vous l'avez compris, c'est truffé d'infos exclusives, d'anecdotes. Ça se lit très bien. Ça se lit comme on mange un bon pain au chocolat. Merci beaucoup, c'est passionnant.